Est-ce que la grande distribution peut se comporter comme elle s'est comportée? Je ne crois pas. Il y a des responsabilités nouvelles que doit prendre la grande distribution. J'aime déjà pas ce mot, je préfère parler de commerce. Et nous sommes acteurs sur une filière. La grande distribution, elle s'est occupée, comme son nom l'indique, d'amener un produit dans les conditions de prix les plus accessibles pour un consommateur. C'est ce qui a fait sa force, sans s'occuper de ce qui se passait avant. En général, elle négociait avec un transformateur, dans des conditions tarifaires les meilleures, pour vendre à un consommateur un prix le plus bas. Nous sommes sortis de cette période-là, parce qu'on voit bien qu'à force de faire peser sur la variable d'ajustement, qui va être la production, en l'occurrence souvent d'ailleurs la production agricole, eh bien nous sommes en train de détruire petit à petit toute une partie de l'économie qui est la filière agroalimentaire. Et donc la grande distribution doit changer son comportement, non pas qu'elle doive augmenter les prix, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui la notion de pouvoir d'achat est quand même importante, mais elle doit mettre en place ce qu'on pourrait appeler des prix responsables, un juste prix qui tienne compte de l'ensemble de la filière, qui est donc la production agricole, la transformation, la distribution pour le consommateur, et travailler plutôt le rapport qualité-prix que le prix à tout prix. Parce que si elle vise toujours le prix à tout prix, ce qui a fait, c'est vrai, sa force, eh ben on risque tous d'en payer le prix un jour, parce qu'il faudra à ce moment-là qu'on importe les produits qui sont nécessaires à notre consommation quotidienne. Voilà. La place de chacun des acteurs qui vont de la fourche à la fourchette, eh bien, il doit y avoir un espace de réconciliation, de trouver sur l'ensemble de la filière. Aujourd'hui, c'est une lutte, c'est un rapport de force. Il y a une dépendance du producteur vis-à-vis du transformateur qui est lui-même dépendant du distributeur. Et donc, chacun doit avoir la place qui lui convient sur la chaîne de valeur, avec la notion du partage aussi de la valeur, parce qu'il n'y a pas de raison que sur cette chaîne-là, simplement un des acteurs capte la plus grande partie de la valeur ajoutée. Donc il faut réconcilier la chaîne, la chaîne de valeur, et que chacun ait sa place en coopération, et non pas en opposition, comme on a pu le vivre jusqu'à maintenant, parce que l'opposition est destructrice. Et puis, si on veut, comment dirais-je, être au droit des nouvelles attentes, quelles sont-elles? C'est la santé, c'est le respect de l'environnement, c'est l'emploi. Tous ces critères qui concernent, j'allais dire, un consommateur aussi de plus en plus citoyen, de plus en plus attentif à toutes ces données-là. Eh bien, à ce moment-là, il faut qu'il y ait vraiment de la collaboration entre tous les acteurs de cette filière qui vont de la fourche à la fourchette pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des gens qui vivent dignement de leur production et à l'autre bout de la chaîne, des consommateurs qui puissent bénéficier d'un produit qui sera bon pour le goût et pour surtout aussi, je crois, pour leur santé. Alors, entre consommateurs et producteurs locaux, quelle va être la place des distributeurs? Alors c'est vrai que notre place, on n'est plus tout seul. Les choses sont en train d'évoluer, et tant mieux. C'est-à-dire, moi je crois que là aussi, tout se conjugue, rien ne s'oppose, et qu'on peut très bien, nous, continuer à faire notre métier. Il faudra sans doute qu'on le fasse encore mieux. Et peut-être que dans notre métier, la modernité, ce ne sera pas d'avoir la dernière technologie où on peut acheter, par exemple, directement sur les smartphones. Bon, ça, oui, il nous le faudra. Mais en même temps, la vraie modernité sera peut-être d'avoir un bon boucher dans le magasin. Parce que, paradoxalement, nos clients nous demandent des gens professionnels qui soient capables d'expliquer d'où vient le produit, d'où vient la viande, en l'occurrence, combien de temps il faut pour la faire cuire. Donc, qui créent du lien.
Et donc, c'est ça qui va être intéressant. Et nous, il faut qu'on soit toujours des spécialistes, entre guillemets, du lien, en même temps qu'on va vendre des bons produits. Et c'est ça qui fera notre pérennité. Mais à côté de nous, vont se développent des AMAP en circuit court, et c'est très bien. Va venir aussi Amazon, qui va nous concurrencer. Vont venir aussi peut-être des grands fournisseurs internationaux. Pourquoi Nestlé, demain, ne vendrait-il pas directement, grâce à Internet, tous les produits qui sont disponibles? C'est un grand groupe comme Nestlé, il a les moyens de fournir quotidiennement une famille. Ils sont en train d'y réfléchir. Donc, il y a un foisonnement de canaux de distribution qui seront plus simplement les réseaux de supermarchés qu'on a pu connaître dans les années 80. Tout est ouvert. Et c'est une chance formidable pour les consommateurs. Et nous, dans cette ouverture, notre place, elle va encore plus se professionnaliser. Et nous aurons, pour nous en sortir dans tout ça, deux piliers. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les métiers de bouche, mieux les faire, boulangerie, boucherie, charcuterie, pâtisserie, poissonnerie, cave, etc. Puis en même temps, les produits à notre marque, les produits U, que l'on veut, on veut que ces produits-là soient des produits qui incarnent justement le bien-être, la santé, le goût, le côté emploi, made in France, etc. Donc on avance sur ces deux piliers-là, sur ces deux jambes-là, et ça fait que on pourra sereinement être confronté, j'en sais rien, à tous les nouveaux entrants, à tous les acteurs du digital, et on va continuer notre route dans une place un peu différente, mais avec confiance. Faudra-t-il des paysans? Bien sûr. Alors, peut-être pas forcément les mêmes. Je pense que là aussi, il ne faut pas opposer les choses. On aura besoin d'une agriculture trait d'union entreprise, c'est-à-dire qu'il y a, quand on va sur les marchés de l'export, eh bien, avec la qualité qui est la qualité française, on pourra aller se confronter aux pays d'Europe du Nord, aux pays d'Europe du Sud aussi, ou d'Europe de l'Est, parce qu'on n'est plus les seuls. Dans le domaine agricole, avant, la France était le champion de l'agriculture européenne. D'autres sont venus, ils viennent nous challenger sur les prix. Nous, encore une fois, il faut qu'on sache mettre en avant, à l'export, le rapport qualité-prix, la qualité française, mais d'une façon, normative, pour pouvoir aller matcher ces autres pays. Donc là, on est dans une dimension d'une agriculture de type entreprise. Puis à côté de ça, il faudra une agriculture peut-être plus vivrière. Et alors, je m'intéresse beaucoup, moi, à des projets qui sont en cours, et on a des fermes modèles, notamment du côté de Tours, la ferme de la Bourdésière. Là, je la cite parce que c'est un très bon exemple, où on peut, à partir de ce modèle-là, imaginer de créer, alors ça va paraître, je sais qu'il y en a qui vont être choqués par ça, mais on pourrait recréer 100 000 fermes en France, sur un modèle d'agriculture plutôt bio, en maraîchage, et qui livrerait en circuit court les villes et d'une manière, rapide. Et ces fermes-là pourraient avoir 3 ou 4 personnes. Le modèle existe. Donc il faudra faire cohabiter, je crois, cette agriculture nécessaire à l'approvisionnement des grandes villes où vivent les Français, et qui est sur une démarche très qualitative, puis en même temps, une agriculture peut-être entre guillemets plus normative, qui aura vocation à exporter toujours ses produits. Voilà, alors on voit que c'est un plan comme ça ambitieux. Il faut peut-être se donner du temps, et probablement qu'il faudra, sur ce modèle de perspective d'agriculture, là aussi, que toutes les parties prenantes posent un peu les valises, réfléchissent à ce qui pourrait être fait dans l'avenir, tous ensemble, et non plus en s'opposant, comme on l'a trop fait, mais justement en collaborant. Et c'est ainsi qu'on pourra ouvrir des nouvelles pistes de progrès, je crois.